Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Célébration de la fête des mères, l'ONG Vie d'amour et de partage a organisé un concours d'art culinaire. 3 pays étaient en lice, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Comment profiter des énergies renouvelables ou énergies propres? Quels sont les goulots d'étranglement à son développement? La question refait surface dans ce journal. Quelques éléments de réponse. Et puis reprise des travaux sur la route des pêches à Cotonou. Les voies ont été redimensionnées pour contenir le trafic en provenance du port autonome de Cotonou, mais seul handicap pour le moment, la saison des pluies. Eh bien, bonne fête à nos mamans, celles qui nous ont donné la vie. L'ONG Vie d'amour et de partage commémore bien l'événement et l'initiative, à cette manière, j'allais dire à sa façon, l'initiative a pris cette année la forme d'un concours d'art culinaire qui met aux prises le Bénin, la Côte d'Ivoire et la RDC. Ghislain Pogué et Dine Bourema étaient à la proclamation des résultats. Suivez le compte rendu. Ambiance musicale pour célébrer la mère, la femme qui conçoit et donne la vie. C'est l'œuvre de l'organisation non gouvernementale Vie d'amour et de partage. Une maman est aussi indispensable parce qu'elle est toujours là dans nos joies et nos difficultés. L'ONG Vie d'amour et de partage s'est donné comme mission l'assistance des couches sociales démunies, le soutien aux orphelins et aux veuves. Une spéciale fête des mères qui met en concurrence les femmes autour du foyer. Une compétition pour désigner le cordon bleu de l'année. 3 nations au départ, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Pour ce concours d'art culinaire, Patience Kabea de la RDC a présenté la très appréciée Sakasaka, mélange de manioc et de haricots. Geneviève Sou de la Côte d'Ivoire a servi le foutou banane copieusement arrosé de sauce graine. Florida Ontonji du Bénin est venue avec la pâte de maïs. La sauce est à base de feuilles de moringa, assaisonnée avec la moutarde du plateau d'Abomey. Après dégustation et délibération, le jury proclame. Premier, RDC. Deuxième, le Bénin. Et troisième, la Côte d'Ivoire. La première de la compétition est très heureuse. Je suis très contente. Parmi la dégustation, j'ai vu comment les gens réclamaient à manger la nourriture du Congo. Donc je suis vraiment contente. Et la musique a fait le reste. Et puis, être maman, c'est ce à quoi aspirent toutes les femmes, mais pour plusieurs raisons, certaines ont des difficultés à procréer. Aujourd'hui, la science leur offre différentes possibilités. Focus sur l'assistance médicale à la procréation dans ce reportage d'Angela Pédia. Larmes, rejets, déprime, révolte. En Afrique, le retentissement de l'infertilité sur le psychisme de la femme est le plus souvent douloureux. Pourtant, l'exploration diagnostique de l'infertilité met aussi le sexe masculin au banc des accusés. Aujourd'hui, il est établi que pratiquement 50%, la responsabilité est imputée tant à l'homme qu'à la femme. Et il y a des causes liées à l'homme, des causes liées à la femme. Chez l'homme, c'est surtout la mauvaise qualité du sperme. Chez la femme, en général, c'est les trompes bouchées. Il y a aussi des causes inexpliquées. À la faveur des progrès de la science, plus de soucis à se faire en cas de difficulté à procréer. Il faut se faire consulter par le bon spécialiste. Le problème peut être une infection et c'est traité. Au-delà, il peut s'agir de troubles de l'ovulation qui peut aussi trouver sa solution à travers une ordonnance. Et certaines fois, lorsque on fait des explorations approfondies, on peut se retrouver dans des cas qui nécessitent un peu plus de moyens pour traiter. C'est le cas, par exemple, des femmes qui ont les trompes bouchées, qui auront recours à l'assistance médicale à la procréation. C'est le cas de certains hommes qui ont une mauvaise qualité de sperme, qui aussi auront recours à l'assistance médicale à la procréation. L'assistance médicale à la procréation ou AMP est un nom générique qui regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour contourner les difficultés de procréation du couple. Il comprend
l'insémination artificielle conjointe, IAC ou l'insémination artificielle donneur, la fécondation in vitro classique, l'ICSI et l'IMSI. L'ICSI étant l'ingestion cytoplasmique du spermatozoïde et l'IMSI l'ingestion cytoplasmique du spermatozoïde modifié, morphologiquement modifié. Mais il faut avouer que l'assistance médicale à la procréation n'est pas une science exacte. Les échecs sont possibles, mais pour se donner plus de chances, il faut s'y prendre tôt. J'exhorte mes sœurs à venir consulter très très tôt. Après 1 an de consultation, de mariage, il faut qu'elles viennent quand même à la et qu'elles sachent que la fécondation in vitro, le centre de Cotonou est performant, a toutes les possibilités de les aider, mais ne peut pas faire des miracles quand nous viennent tard et avec beaucoup de pathologies. Le Bénin a eu ses premiers bébés éprouvettes en 2011. Aujourd'hui, plus de 100 bébés sont nés ici à la Pouzam. Les bébés qui naissent par assistance médicale à la procréation sont des personnes comme vous et moi. Ils sont dans les classes et comme leurs camarades et ils évoluent normalement. Et les 3 premiers bébés sont déjà en classe de CP aujourd'hui. Et après eux, les nombreux enfants dont nous avons parlé, la plus de la centaine dont nous avons parlé, ils sont de tous les âges et ils évoluent normalement. Et si vous voyez un enfant qui circule, qui court, et si on ne vous dit pas qu'il est né par fécondation in vitro, vous ne pouvez pas le savoir. L'assistance médicale à la procréation possible désormais sur place au Bénin, un espoir pour toutes les femmes rejetées ou mises à l'index parce qu'elles ont des difficultés à avoir des enfants. Et puis les femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin sont retrouvées sur l'initiative de leur amicale dénommée AF-ORTB. Cette rencontre a eu lieu au Business Center Bomekelavi. Reportage Blaise Adampo. Les femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, autour d'un déjeuner pour la sortie annuelle de leur amicale. Elles se retrouvent après 12 mois de travail pour se donner du réconfort. Un réconfort mérité, vu les activités que mène l'amicale. Nous faisons aussi dans le social. Nous assistons les orphelins, les prisonniers, les filles en situation difficile et toute autre structure sociale de la place qui sollicite notre assistance. À l'amicale des femmes de l'ORTB, nous nous battons aussi pour que les femmes sortent la tête de l'eau. Un après-midi spécial pour ces femmes, soutenues par les hommes et surtout par la direction de l'ORTB qui salue la bravoure dont elles font preuve au sein de l'office. Nul n'ignore votre rôle. Que dis-je? Quelle a été votre contribution au développement de notre office, notre maison commune? Une bravoure que salue aussi le secrétaire général du syndicat des travailleurs. Dans une maison, c'est la femme qui a la paix. Et jusque-là, je pense à l'ORTB, la paix règne. Mais elle régnera davantage si vous, les femmes, ce que vous êtes, pour nous, à la maison, puisque c'est vous qui semez la paix chez nous, hommes, à la maison, que vous continuez de semer cette paix à l'ORTB et que l'ORTB vive davantage. Pour la circonstance, elles sont invitées à jouer leur partition pour une parfaite migration vers le numérique. Vous le savez, le directeur général et tout son comité directeur veulent continuer à compter sur vous pour relever les grands défis qui sont les nôtres. Le défi surtout du passage de l'analogique au numérique. Les communicants chrétiens catholiques ont commémoré ce dimanche à Cotonou la 51e journée mondiale des communications sociales. Ils ont saisi l'occasion pour installer officiellement la section du Bénin de l'Union catholique africaine de la presse. Ghislain Pogui, Dine Boraïman. Communiquer espérance et confiance en notre temps. C'est le thème qui a gouverné la célébration de cette 51e journée mondiale des communications sociales. Les femmes et hommes catholiques des médias se sont retrouvés ce dimanche à Cotonou pour commémorer la journée. Occasion pour eux de mettre sur pied le premier bureau de la section Bénin de l'Union catholique africaine de la presse, UCAP. Par l'élection du bureau de l'Union catholique africaine de la presse, section du Bénin, l'Église catholique au Bénin s'est enrichie d'une nouvelle association, celle des professionnels catholiques des médias et de la communication,
déterminé à apporter sa pierre à son édification. Un bureau de 6 membres conduit par Constant Ewoumi. Accordez-moi d'exercer ma profession dans l'obéissance et la vérité, à l'objectivité, à la neutralité, à l'impartialité, avec le courage de payer aux besoins de ma personne mon attachement aux valeurs. Le message du pape François à l'occasion de cette 51e journée où l'on célèbre les communications sociales a été présenté aux communicateurs catholiques. Un message dans lequel l'occupant actuel du Saint-Siège affirme sa volonté à apporter sa contribution à la recherche d'un style ouvert et créatif de communication qui ne soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en lumière les solutions possibles, inspirant une approche active et responsable aux personnes auxquelles l'information est adressée. Et puis, les étudiants de l'université de Parakou peuvent désormais naviguer en toute quiétude. Alors, ils ont été sensibilisés avec exemple à l'appui sur comment protéger leurs données personnelles. Une initiative de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Nestor Sela et Cadnel Capo pour le reportage. À travers cette séance, la Commission nationale de l'informatique et des libertés sensibilise les étudiants de l'université de Parakou sur les risques liés à l'utilisation des outils et technologies de l'information et de la communication pour une meilleure protection de leurs données sur la toile. C'est attirer l'attention de la cible la plus vulnérable, mais aussi celle qui utilise le plus cet outil-là, ce réseau-là, pour les études, pour l'atteinte de leurs objectifs. C'est de sensibiliser cette cible-là à l'usage orthodoxe qu'ils doivent faire en évitant de distraire des informations les concernant, j'allais dire leurs données à caractère personnel, nom, prénom et puis d'autres informations sensibles qui leur appartiennent, qui peuvent permettre de les identifier en tant que tels. Le rôle de chaque citoyen face à l'outil qu'est l'informatique. Quels sont ses bienfaits, quels sont ses méfaits, pour que chacun sache le bon comportement à adopter. C'est une manière de combattre la cybercriminalité. Des conseils pratiques pour un meilleur usage de l'Internet et des réseaux sociaux. Pour la Commission, l'Internet n'est plus aujourd'hui un confident. Les paramètres de sécurité et de confidentialité, il faut veiller à ça. Et aussi, il ne faut pas sauvegarder vos mots de passe sur un navigateur. C'est proscrit. Et à ce titre, ou pour ce faire, le commissaire du gouvernement présente les observations du gouvernement. Le commissaire du gouvernement conseille les ministères sur les sujets qui concernent la protection des données à caractère personnel. Il anime les réseaux au niveau des correspondants dans les ministères. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est régie par la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Elle est dirigée par 11 membres. Le conseil communal de Comé entend asseoir désormais un cadre d'échange avec sa jeunesse, fruit de la coopération avec la mairie de Guyancourt en France. Ce forum d'échange a organisé ce week-end une causerie débat. Plus de précisions avec Jérôme Mouba. C'est depuis 2016 que la coopération décentralisée Comé-Guyancourt apporte un soutien technique, humain et financier à la mairie de Comé. Deux partenaires se retrouvent sur cette piste, la GIZ et Guyancourt. L'idée, c'est de permettre, à travers le forum jeune, d'initier ou bien de dynamiser le dialogue qui existe entre la jeunesse de Comé et la mairie. Guyancourt est fier aujourd'hui d'appuyer la commune de Comé, mais aussi le partenaire de la GIZ dans cet événement qu'on prépare depuis presque 2 mois pour s'investir et apporter vraiment une autre dimension au développement de la commune. De cette commune, justement, le premier responsable apprécie l'initiative. Docteur Pascal Ressou encourage la contradiction. C'est de la contradiction que les idées nouvelles apparaissent pour alimenter le développement. Tout ce que vous allez dire, ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain qu'on va mettre tout cela en œuvre.
mais qu'on trace quand même une feuille de route pour que, après vous et moi, les jeunes se lèvent pour dire nos prédécesseurs ont posé les jalons, ont semé des graines que nous devons arroser pour que cela pousse. La question de la jeunesse est au cœur des autorités communales. La jeunesse n'est pas laissée pour compte. Tous les jours que Dieu fait, le maire, le docteur Pascal Ressou, réfléchit comment faire pour que les questions de la jeunesse connaissent un dénouement. Cette causerie débat aura été une occasion d'échange tous azimuts, notamment les enjeux de développement par rapport à la question de l'emploi. Le diplôme ne veut pas dire je vais travailler pour autrui, je vais travailler pour la fonction publique, je vais faire ceci, je vais être salarié. Le diplôme, c'est une compétence. Si vous comprenez ça, le reste, vous devez réfléchir à quelles sont les opportunités qu'il y a dans ma localité. Cela permet à nous, étant jeunes de la commune, d'être en communication avec les élus et de prendre part aux décisions de notre commune. Il faudrait que tout ce que nous avons aujourd'hui à décider ici, toutes les décisions qui seront prises, que ça soit pris en compte. Les parties prenantes ont dans l'ensemble souhaité que ce forum d'échange soit entretenu. Les océans constituent des écosystèmes qui fournissent à l'humanité plus de la moitié des ressources dont elle a besoin. Mais depuis quelques années, les océans sont fortement menacés du fait des actions anthropomorphiques transformées en de véritables dépotoirs des déchets. Alors, quel état des lieux au Bénin? Réponse dans ce magazine réalisé par William Tchoké. Des vagues vertes au lieu des vagues bleues, l'image va certainement surprendre plus d'un, mais c'est une réalité qui se vit sur les côtes béninoises, précisément à Ilakondi, une localité frontalière à la République sœur du Togo. Ça prend la couleur du phosphate, ce qui veut la couleur de la boue de vidange qui est rejetée directement dans la mer depuis Pémé. Donc c'est ça qui sont les indices qui nous permettent de dire que l'eau est polluée. Des déchets de phosphate jetés en mer depuis l'usine de traitement de Kwemé au Togo. Plusieurs années déjà qu'elle dure, cette pollution marine. Des spécialistes font des prélèvements et confirment la dangerosité du phénomène, mais rien pour arrêter cette catastrophe écologique. Ils déversent directement les boues, en réalité, les boues de ce phosphate dans la mer. Donc nous avons vu une turbidité de 23,7 tout à l'heure. Elle tue les ressources marines et intoxique les populations. Alors cette turbidité, ça a des conséquences sur les espèces marines qui y vivent. Donc ça peut par exemple chasser les insectes de poissons. Et non seulement ça, il y a les tortues marines qui viennent sur la côte pour pondre. Nous avons la plage qui est sale. Là, ça menace la vie des tortues marines qui viennent pondre sur nos plages. À côté de cette situation non encore maîtrisée, sévit dans cette même localité d'Ilakondi un autre phénomène aussi dangereux connu des autorités. Il s'agit de l'érosion côtière. Si on ne fait rien, je pense qu'on aura des problèmes parce qu'il y a des populations qui sont déjà déplacées. Et puis, si ça continue comme ça, d'ici 5 ans, le goudron est à côté et le goudron là va disparaître. Ici, sur cette plage, était installé un gros village de pêcheurs. Aujourd'hui, seule la présence de ces piquets encore visibles renseigne sur la disparition totale de ce village. Si vous venez ici il y a environ 5 ans, 4 ans, vous verrez le village des pêcheurs. C'est un grand village. Mais du fait de l'érosion côtière, ce village a disparu. Donc la mer a gagné sur le terrain. Donc ça fait que le village a disparu. Les vagues, quant à elles, continuent de prendre de l'espace au détriment de cette langue de terre d'Ilakondi, réduisant du coup la superficie du territoire béninois. La langue de terre entre Ilakondi et Grand Popo, nous avons une langue de terre d'environ 24 km. C'est-à-dire la langue de terre qui est comprise entre la mer au sud et le nord au Togo. C'est que bon, si rien n'est fait, c'est que nous perdons cette partie. Et du coup, le Bénin se voit sa superficie diminuer et la côte togolaise est allongée. À quelques kilomètres d'ici, au niveau de l'embouchure de Cotonou, c'est une importante quantité de déchets de plastique qui vous accueille. Des déchets provenant pour la majorité du lac Nokoué, l'autre dépotoir sauvage des populations vivant aux alentours de ce cours d'eau. Où que nous soyons,
même depuis le goudron là-bas, les sachets qu'on jette, quelque part, ça se regroupe par les eaux de ruissellement qui les envoient dans la lagune. Et à partir de la lagune, on les retrouve en mer. Et qui est très très dangereux pour les ressources marines, vivantes. On estime aujourd'hui à plus de 8 millions de tonnes les déchets de tout genre rejetés dans les océans et autres cours d'eau de la planète Terre. Une calamité écologique et marine, un danger perceptible sur les côtes béninoises. Il mérite une prise de conscience urgente au risque de précipiter l'apocalypse. Et puis les énergies renouvelables, encore appelées les énergies propres, accompagnent l'émergence dans tous les secteurs. Au Bénin, elles sont encore à l'étape embryonnaire. Alors comment profiter de ces énergies? Quels sont les goulots d'étranglement? Élément de réponse dans ce sujet tourné par William Tchoki. Ménagers, pauses téléviseurs et même des climatiseurs fonctionnant à base d'énergie produite par ces plaques photovoltaïques. Ce n'est pas une chose courante au Bénin, mais elle existe. Les statistiques indiquent que difficilement 10 Béninois sur 100 utilisent cette forme d'énergie. Le soleil. Combien de personnes aujourd'hui utilisent ce soleil-là? L'énergie qui vient du soleil. Peut-être un Béninois sur 10. Parce que vous n'avez pas, ou presque pas, en campagne, des maisons qui sont alimentées rien qu'à partir de l'énergie solaire. On a les plaques, c'est à peine peut-être pour charger des portables ou pour alimenter 2 lampes. Or, si on faisait l'effort, l'État accompagnait avec des bonnes mesures, on pouvait avoir assez de panneaux, assez moins chers, comme au Burkina, et chacun pouvait utiliser l'énergie solaire chez lui. Le Bénin est quand même dans ces énergies depuis les années 85. Les premières installations, c'était le ministre Houlou Ali qui était ministre de la communication à l'époque. Il fallait secourir les faisceaux hertziens pour l'OPT d'alors. Donc nous avions fait les premières centrales solaires pour alimenter des faisceaux hertziens à Birni, Gorobani. Après on a fait tout l'axe Savè-Guéné. Le Bénin a lancé des jalons pour l'utilisation des énergies renouvelables, notamment le solaire, depuis les années 85. Mais cette volonté a été plombée par l'inexistence de structures techniques. On a préféré s'enfermer dans l'utilisation des énergies fossiles avec ses nombreuses conséquences sur l'environnement, l'émission des gaz à effet de serre. Si c'est que nous avons une politique, une stratégie qui nous permet par exemple de récupérer rien que ces déchets ménagers, mais facilement nous pouvons avoir du gaz pour pouvoir satisfaire nos besoins. Au lieu d'aller faire des contrats pour avoir des grands générateurs qui vont utiliser du pétrole ou bien du gasoil. Depuis près de 2 décennies, une prise de conscience s'est emparée du monde. Les énergies fossiles s'épuisent, elles polluent l'environnement et ne comblent plus les besoins de développement. Depuis peut-être quelques dizaines d'années, les problèmes de délestage récurrents au niveau national, ajoutés à la pénurie, ont fait qu'au centre des décisions, on a commencé à s'intéresser aux énergies renouvelables. Nous avons les déchets que nous produisons chaque jour, c'est-à-dire que les déjections humaines, l'urine, les bouts de vidange que nous jetons chaque jour. Nous avons aussi les animaux quand on les élève, les déjections animales que nous pouvons récupérer. Quand nous avons des unités de production d'ananas, les déchets qui sortent quand on est en train de faire la transformation de l'ananas en jus d'ananas. Quand nous sommes en train de produire de l'anacade, les déchets qui sortent. Quand nous sommes en train de produire du garé, les déchets qui sortent. Tout ça là peut être récupéré pour pouvoir produire du biogaz. Ce gaz peut servir à l'éclairage, à la production d'énergie électrique, mais aussi ça peut servir à cuire les repas à la maison. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Dès lors, les énergies renouvelables constituent le meilleur choix, mais elles exigent des mesures d'accompagnement pour l'étendre à un plus grand nombre. Par exemple, lorsque vous équipez votre maison avec un chauffe-eau solaire, il y a des programmes que l'État a mis en place qui prennent par exemple en compte la moitié du coût. Il faut qu'on permette aux Béninois de s'auto-équiper et puis de reverser le différentiel sur le réseau SBE. Là, ça leur permet de vendre l'électricité de façon
normales et sur des bases rentables financièrement. Parce que si c'est rentable, les gens vont s'intéresser. L'autre chose appelée de tout vœu, c'est la mise à l'épreuve des cadres béninois et le financement de la recherche dans les différents compartiments des énergies renouvelables. Il nous manque assez de projets qui appellent des défis nationaux. Les Béninois, on a l'impression que nous avons toujours une gouvernance extravertie. On ne croit pas à nos capacités intellectuelles, d'où les budgets nationaux de fonctionnement ne prennent pas en compte la dimension recherche scientifique. Elles sont des sources d'énergie inépuisables données gratuitement par la nature, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, l'énergie marémotrice, des sources d'énergie propres pour produire le courant sans abîmer la terre. Et puis, le gouvernement entend décongestionner le trafic de la ville de Cotonou à travers, entre autres, la construction de la route des pêches, autrefois suspendue pour études techniques. Les travaux ont repris sur ce tronçon. Alexis Segmon et Dine Bouraïman, Jérôme Houbor sont allés faire le constat. Et voici le reportage. Au départ, la route des pêches était prévue pour être un tronçon à double sens en revêtement depuis fin pavé du centre commercial Erevan jusqu'au giratoire de Fidjrosé-Plage, puis un second tronçon jusqu'à Togben. Mais le gouvernement de la rupture a revu les données. L'actuel gouvernement a décidé de drainer le trafic portuaire à travers la route des pêches. C'est pour réduire un tant soit peu le congestionnement de la ville. Ces données techniques ont donc été redimensionnées et l'entreprise Adeoti associée pour la réalisation d'un trafic de type lourd T2. Nous avons une première couche de fondation de 15 cm de silteux. Après, il y a une deuxième couche de fondation en concassé 0,31,5 de 20 cm améliorée au ciment. Après, il y a une couche de base en enrobé à module élevé d'épaisseur 10 cm. Et enfin, la couche de roulement en béton bitumineux à module élevé qui est de 5 cm. Selon ces études, la route des pêches doit démarrer depuis le giratoire de Erevan. Oui, donc depuis le giratoire de Erevan, nous avons une route bitumée prochainement. Le blocage des travaux était précédemment dû aux problèmes liés à l'expropriation des populations, mais actuellement, la saison des pluies et les grands travaux ne font pas bon ménage. Pour le moment, le seul blocage que nous avons, dont je peux parler, c'est juste, vous allez remarquer, nous sommes déjà en plein dans la période des pluies. Donc cela fait que nous ne pouvons pas encore démarrer les grands travaux, surtout les travaux de terrassement, parce qu'en matière de construction de routes, ce n'est pas souvent aisé d'évoluer dans les travaux de terrassement. Ce n'est pas souvent aisé de le faire pendant la période des pluies. Comme le président est nouvellement arrivé, il y a de quoi qu'il suspende les travaux d'abord pour mieux voir dans ce qui se passait avant de relancer. Les travaux de la route des pêches sont prévus pour être livrés dans un délai de 2 ans. Et puis sport pour finir ce journal. Sounon Gaillard de Banikwara démarre de fort belle manière le championnat national de football amateur dans le Borgou et la Liborie en match d'ouverture de ce championnat devant le président de la Fédération béninoise de football et du maire de Banikwara. Sounon Gaillard de Banikwara s'impose à domicile face à Sinan Gourgui 2-1. Ikiliru Gounou Sero, Judikel Ayena pour le reportage. Belle entame de Sounon Gaillard de Banikwara habillé ici en bleu. Pour sa première dans un championnat, l'équipe de Banikwara domine son homologue Sinanyorigi de Ndali 2-1 dans l'antre du stade Banigansé. Une victoire acquise devant la première autorité de la commune, Tamoubio Sarakor et Anjoré Moucharafou, président de la Fédération béninoise de football. 39e minute, Zoukanderi Bio ouvre le score pour Sounon Gaillard sur ce somptueux coup franc. 1-0, c'est le score à la pause. Un moment choisi par le président de la fédération pour faire du maire de Banikwara chevalier de l'ordre de mérite de la Fédération béninoise de football. Une manière pour la première autorité de football au Bénin de reconnaître les efforts fournis par le conseil communal de Banikwara pour développer le football dans cette localité. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'élection du comité exécutif
le 10 juin 2015 à Cotonou. Au nom de la famille du football du Bénin, nous vous faisons chevalier de l'ordre de mérite de la Fédération béninoise de football. Cette distinction me va droit au cœur et cela dit que nous sommes engagés plus que jamais à défendre la cause de la jeunesse, à défendre également le football sur toute l'étendue du territoire de la commune et également du territoire national. En deuxième période de jeu, Sinan Yorgui revient plus organisé et est récompensé logiquement. Alassane Koto égalise à la 69e minute pour son équipe. Mais la joie de Sinan Yorgui est de courte durée puisque l'équipe encaisse un deuxième but signé Banyamouta Kilou. Le choix du stade municipal de Banekwara n'est pas aussi anodin. Tout ceci, c'est compte tenu des efforts que sont en train de déployer les autorités locales. On aurait pu choisir Kandi qui a une pelouse, mais exprès nous avons choisi Banekwara pour dire au président de la fédération qu'il y a un travail qui se fait ici et que Banekwara aussi mérite une pelouse. 2 buts à 1 et Sunogaya enregistre là ses premiers points du championnat, très capital pour la suite de la compétition. Et puis on rappelle, sachez que les juniors, les cadets maliens sont champions d'Afrique de leur catégorie ce soir même. La finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans au Gabon a vu donc la victoire du Mali sur le Ghana. Ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Et puis à 23h, Jérôme Boss sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et bonne fête à nos mamans. Bonne soirée chez vous.